à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live avec un invité vraiment qui me tient vraiment beaucoup au cœur, Saverio Tomasella. Alors, en attendant, je voulais vérifier que vous m'entendez bien. Si vous pouvez me mettre dans le chat, je vois que vos messages arrivent. Je vois des messages de New York. Bonjour Anne, bonjour Elodie, d'Annelise, de Muriel, de Frédéric, donc je crois qu'il est à Lille, de Valérie, enfin bref, tout le monde est représenté. Donc on est à la fois en live sur LinkedIn et sur YouTube. Bienvenue à tous et à tous. Pouvez-vous juste me dire si vous m'entendez bien, me le dire dans le chat, que je vérifie que c'est OK. Très bien, donc on me dit que l'on entend bien, on va dire que c'est bon. Alors, bienvenue pour ce live une heure en présence donc, de notre invité Saverio, où on va parler de singularité, de place, on va aussi parler d'émotions, enfin, vous allez voir, c'est très très riche. Donc, comme d'habitude, un live qui est consacré à 30 à 40 minutes d'échanges qui ont été nourris et fournis par tous les mails que vous m'avez envoyés. Et donc, je vous remercie. Je voudrais aussi remercier pour ceux qui verront le live en replay, ceux qui ne pouvaient pas venir et qui ont eu la délicatesse, et j'ai trouvé ça vraiment chouette, on a une très belle communauté hyper bienveillante, qui m'ont dit, bah voilà Isabelle, on ne peut pas être là, et donc excusez-nous. Donc, merci à ceux qui sont excusés. Merci à ceux qui sont là et qui sont disponibles. Et donc, comme d'habitude, 30 à 40 minutes d'échange avec notre invité, et puis le reste en questions-réponses avec Saverio qui a eu la gentillesse de nous consacrer du temps et qui va aussi prendre le temps donc, de répondre à toutes les questions que vous aurez envie de lui poser. Alors, voilà, donc je vais ouvrir et accueillir Saverio qui est dans la salle. Bonjour Saverio. Bonjour Isabelle, oui, c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous toutes et tous aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous, Saverio, parce que je sais qu'en plus, vous avez une actualité chargée, que vous venez de lancer un nouveau livre, donc sur le Plus jamais harcelé aux éditions Vubert. Et je sais comme c'est énergétivore de lancer un livre. Donc, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci du fond du cœur. Avec plaisir. Voilà, donc pour ceux qui me découvrent et qui ne font pas partie de notre communauté, je suis Isabelle Leclerc, et donc je suis coach et je travaille essentiellement avec des leaders atypiques et surtout singuliers que j'aide à prendre leur place dans le monde professionnel. Voilà, vous savez tout. Alors, Saverio, notre rencontre, elle est née d'une lecture, puisque je n'avais pas pu venir à Paris à la journée de la sensibilité, dont vous êtes le fondateur. J'ai lu Osez votre singularité, j'ai dévoré ce livre. Et je me suis dit, cet homme, il faut absolument qu'on puisse échanger ensemble. Et voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée vous voir et vous m'avez accueilli avec le cœur. Et vous m'avez dit, oui, mais oui, tout de suite, Isabelle, on fait un live, c'est OK. Ça, c'était avril, je me souviens. Voilà, donc avant peut-être d'aborder finalement ce sujet autour de la singularité, moi j'avais envie de vous poser une première question, Saverio, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre sur ce sujet? Oh, je crois que c'est une longue histoire parce que ça fait très longtemps que je voulais m'exprimer sur cette question de la singularité. Et donc il y a ce long désir, cette maturation depuis très longtemps. Et puis il y avait aussi une espèce d'exaspération contre les travers de la psychologie positive, du développement personnel. Je dis bien les travers, hein, il y a des bons côtés dans tout ça, mais notamment sur les réseaux sociaux et dans les grands médias, des espèces de formules magiques qui étaient proposées comme allant résoudre tous nos problèmes, et où finalement j'avais l'impression que on était aussi dans le domaine de la psychologie et du développement personnel, dans un discours formaté, dans un discours très normalisé, dans des prises de position de surface, superficielles, une espèce de socialement correct, et que finalement il n'y avait plus de place pour nos singularités, pour notre originalité, pour nos subjectivités, et qu'il était temps de donner un coup de pied dans la fourmilière en disant stop, ça suffit. Ce qui est important, c'est que chacune et chacun de nous, nous puissions vraiment être nous-mêmes. Donc voilà un peu le début de ce livre. Super, ça donne une belle transition sur finalement si on devait voilà, dessiner les contours de la singularité, qu'est-ce qui vous vient comme ça, enfin, voilà, quelles sont les pistes, ou en tout cas le périmètre qu'on pourrait dessiner? Oui, voilà, le périmètre, il commence par notre unicité,
C'est-à-dire que même si humainement, universellement, nous avons des points communs par notre humanité, notamment notre sensibilité, en dehors de cette universalité qui fait que quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion ou pas de religion, quel que soit le niveau social, les études, le lieu qu'on habite, peu importe, notre sensibilité élevée, pas élevée, etc., ce fond commun d'humanité universelle, eh bien, en dehors de ça, nous sommes chacune et chacun des êtres uniques. Et c'est très important de le rappeler. Et avant même de savoir comment je peux percevoir ma singularité, je suis un être unique, vous êtes un être unique, chacune et chacun de vous. Et donc, nous avons des spécificités. Peut-être que la première façon de définir notre singularité, ce sont nos spécificités, qui sont des spécificités conscientes et inconscientes. Quand elles sont peu conscientes, ben c'est les autres, nos amis, nos proches, nos enfants, notre conjoint, nos collègues qui nous renvoient quelque chose de nos spécificités. Et puis ça peut être nos vulnérabilités, notre singularité, elle est aussi faite de cette patte humaine, de notre histoire, de nos fragilités, de nos failles et de notre bien sûr, de notre créativité et de toutes sortes de ressources que nous avons aussi. Ah, donc j'entends unicité, j'entends spécificité, j'entends vulnérabilité. J'aime beaucoup, c'est un sujet qui, moi, me traverse depuis très longtemps, la question de la vulnérabilité. Effectivement, et donc j'entends aussi la question de l'altérité. Hein. La singularité, elle se, dans ce que vous dites, hein, elle se construit aussi, ou elle s'observe dans ce rapport à l'autre. Hein. Et c'est aussi ça qui est chouette, c'est à la fois tous différents et uniques, et en même temps reliés dans cette singularité, dans cette quête de singularité. Alors, je me suis aperçue, ça veut dire que je n'avais pas posé le cadre. Donc, coach, c'est pas bien. Donc, si vous voulez poser des questions, je vous invite à le faire dans le chat, pardon. Hein. Et puis, Saverio, il répondra. Voilà, on s'est mis d'accord avec Saverio, il répondra entre chaque question. Donc, si vous avez des choses à nous dire et à partager, n'hésitez pas. Et puis, Aurélie, qui est dans la salle, elle reprendra vos questions. Et de toute façon, si on ne les traite pas dans le cours de notre échange, on les traitera à la fin. Voilà, pardonnez-moi, Saverio, de cet oubli. Voilà. Donc, singularité, l'autre, un voyage entre moi et l'autre, aspérité, enfin, en tout cas, spécificité, universalité, vulnérabilité. Il y aurait autre chose, Saverio, ou en tout cas, parce que la question que je me suis posée, c'est finalement, et que d'autres m'ont posée au travers des mails, c'est est-ce qu'il y a une différence entre être singulier et être soi? Vous en Oui, faites une? oui, ça c'est une question très, très importante. J'ai simplement souligné l'importance de l'altérité et justement des aspérités. C'est que nos singularités, nos spécificités, elles nous donnent du relief. Elles nous donnent du relief qui peut nous rendre, rugueux, ou inconfortables pour les autres, en tout cas au début, avant qu'il y ait cet apprivoisement de la rencontre, d'une relation qui se met en place. Quand on fait connaissance avec l'autre, on fait aussi connaissance avec son altérité, son mystère. Et je pense que la singularité, c'est un processus qui a lieu du début à la fin de la vie, et surtout dans notre âge adulte, plus on mûrit, plus on a, comme disait Jung, ce besoin d'individuation, où on va affirmer nos spécificités parce qu'elles sont importantes d'un point de vue éthique, du point de vue de nos valeurs, du point de vue de ce que nous défendons, de ce que nous croyons ou du monde que nous voulons créer. Déjà pour nous-mêmes et nos proches, et puis parfois un peu au-delà. Donc l'altérité est très importante dans ce processus. Alors, être soi, c'est compliqué parce qu'il y avait un livre il y a quelques, je crois à la fin des années 90, qui s'appelait La fatigue d'être soi, écrit par un sociologue, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop finalement qui on est, et il y a un risque à s'enfermer. Je sais que, vous et moi, Isabelle, nous n'aimons pas les catégories, les étiquettes. Il y aurait un risque à s'enfermer dans une définition de soi, à croire qu'on est quelque chose en fonction de, un type neurologique ou une sensibilité ou une région qu'on habite, une langue qu'on parle, etc., des études qu'on a fait. Et on aurait tôt fait finalement de s'enfermer dans cette définition de nous, là où notre singularité finalement elle émerge. Elle est tout le temps en émergence, elle est vivante. Et le fait que ce soit tout le temps en émergence, ça veut dire que ça se renouvelle, c'est créatif, et finalement ça nous surprend. Et, et le processus qui permet à notre singularité de s'affirmer, s'exprimer, c'est un processus ouvert. C'est un processus dans lequel on va être attentive et attentif à ce qui nous touche,
à ce qui nous meut, à ce qui nous fait vibrer, chez nous et chez les autres, hein. Là encore, on retrouve l'altérité, à ce qui nous met en mouvement, à ce qui nous donne envie de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Et c'est souvent dans l'après-coup qu'on se rend compte, soit en parlant avec d'autres, soit comme ça, on a une insomnie ou on est dans le train, ou on discute avec quelqu'un et on se dit: «Ah oui, tiens, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai affirmé. Oui, c'est vrai, ça me ressemble, c'est moi». Mais pas c'est moi dans une forme d'appartenance, c'est ce côté, ça me correspond, ça c'est en phase, c'est en harmonie, c'est en accord avec moi. J'aime bien cette idée de mouvement, de processus, de construction, j'ai envie de dire singulier un jour et peut-être singulier un autre jour. Enfin, voilà, j'avais entendu quelqu'un qui parlait du fait que la singularité, il fallait regarder un peu dans le rétroviseur. Donc, effectivement, c'est ces allers-retours entre passé, présent, futur. Enfin, voilà, et c'est très juste. J'aime beaucoup cette idée de non figé finalement que vous développez, hein, par rapport à un être soi qui serait comme une photo à un instant T. Et enfin, je sais pas vous, Saverio, mais moi, je suis pas la même femme aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou il y a 10 ans, et je serai pas la même dans 5 ans et demain et après-demain. Donc, je crois que c'est intéressant. C'est comme un processus qui se traverse finalement dans ce que vous nous dites. Vous avez parlé d'apprivoiser. C'est ça, il y a quelque chose d'apprivoisement avec cette notion de singularité par rapport à Oui, l'histoire. oui, c'est fondamental. Nous sommes tout le temps dans l'apprivoisement. Nous sommes dans l'apprivoisement de nous-mêmes et comme, vous le dites très justement, nous évoluons tout le temps, parfois sans même nous en rendre compte et c'est quelqu'un qui va nous dire: «Ah tiens, ton corps a changé, ton visage a changé, ta voix a changé, ta façon de parler a changé, tes idées ont changé ou ta façon d'aborder ton métier ou tes vacances», enfin n'importe quoi, a évolué. Donc nous sommes tout le temps en train de oui, de nous transformer et j'ai oublié votre question du coup. Non, c'était plus une question de, oui, c'était autour de la question de à la fois traverser, donc se Ah oui, laisser traverser. traverser par ces changements, et puis en même temps, il y a la question de l'apprivoisement Oui, face à un inconnu qui émerge finalement, enfin en tout cas une inconnue, puisque singularité féminin, mais une inconnue qui émerge. Vous avez dit tout à l'heure, c'est un processus en émergence, et oui je trouvais ça. et Bon, j'aime bien cette idée de traverser parce que c'est comme si nous étions des exploratrices et des explorateurs de nos continents inconnus. Donc notre inconscient, des ressources insoupçonnées, parfois des pans de notre histoire qui nous ont fait souffrir. Donc nous sommes des exploratrices et des explorateurs, nous allons à l'inconnu, nous traversons des continents, nouveaux et nous apprivoisons ces réalités, peut-être leurs habitants, qu'ils soient des animaux, des végétaux ou des humains. Je trouve cette métaphore très belle et ça nous met justement dans le mouvement de cette découverte continue. là où parfois on peut avoir des clients qui nous disent, ou des patients, pardon pour vous, mais qui nous disent: «Ah mais je suis perdue, je ne m'y retrouve pas, enfin voilà, donc j'ai l'impression de pas savoir où je suis», ou de voilà. Et donc ramener l'image, je trouve, de l'explorateur, de l'exploratrice, c'est quelque chose aussi de très apaisant par rapport à ça, parce que finalement, j'accepte, et c'est une notion que vous allez développer après dans notre discussion, j'imagine, de ne pas être tout à fait sécure de quelque chose de nouveau qui me surprenne. Et donc, je trouve ça chouette parce qu'il y a un côté très déculpabilisant et très apaisant dans ce que vous apportez là, Saverio. Alors ça, c'est très important pour moi que tout ce que nous apportons comme pistes, soit des pistes d'ouverture, d'assouplissement, d'adoucissement, d'encouragement et de facilitation. Et effectivement, quand dans le cours d'une thérapie, et je suppose que c'est pareil dans le coaching, dans le cours d'une thérapie, quand, une personne est confrontée au chaos, ou à l'incertitude, ou à un chamboulement, ne se les repères sont bousculés, c'est toujours un moment très fécond, très fructueux, très créatif parce que justement, c'est en se débarrassant de ce qui nous enferme que nous accédons à cette, saveur, délicieuse de notre singularité, à quelque chose où on sur le coup ou après coup, on sent que waouh! C'est tellement plus libre, tellement plus vivant, tellement plus vrai quand nous sommes dans cette traversée-là, dans cet apprivoisement-là. Ouais. C'est très juste. Et enfin, moi, ça, excusez-moi, ça me touche beaucoup parce que ça fait aussi partie d'une quête personnelle que je peux avoir. Mais il y a quelque chose aussi de, je viens de voir ça dans les commentaires,
lâcher aussi la question des objectifs, où je vois beaucoup des injonctions à trouver le sens. Qu'est-ce que ça peut m'agacer, ça? Comme si, voilà, hop, je vais trouver un boulot qui fait sens. Mais le sens, il se construit, il s'édulcore, il s'agrège au travers ben voilà, de nos expériences, de nos explorations. Enfin, et donc, votre approche, elle est tellement, oui, apaisante, douce, et elle permet, oui, l'apaisement. Donc, merci à ça, Saverio. Merci beaucoup. Ça vous dérange pas, Saverio, si on essaye de répondre à quelques questions qui émergent là par rapport Oui, à cet échange? allons-y, oui, oui. Alors, Caroline qui nous dit, j'ai de grosses difficultés à faire des choix dans ma vie et à aller vers mes désirs. Je ne parviens pas à me guider seule et me pose beaucoup de questions. Donc, comment écouter mon cœur et accepter à prendre des risques, car mes peurs sont présentes, notamment dans le cas d'une reconversion professionnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Caroline sans Mais être dans déjà, une réponse toute faite, mais déjà, Caroline, je suis très touché par ce que vous nous confiez là dans ce témoignage que vous écrivez. Et rien que le fait que dans mon cœur ça résonne, ça me semble, ça me semble montrer l'humanité de votre recherche, de cette traversée, parce que là aussi il y a une traversée, et que les désirs, ils sont peut-être parfois plus clairs dans les aspirations. Comme si le désir, il émerge de très profond en nous, mais parfois on n'arrive pas à le nommer, pas à le repérer, en tout cas de façon très précise. Alors, ce serait: «Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec telle personne ou dans telle situation ou dans tel nouveau travail? Dans quoi je me sentirais vraiment bien? Dans quoi je serais vraiment à mon aise?» Non pas à l'aise parce que c'est facile, mais à mon aise parce que je me sens exister. Moi, je sens que je vais avoir de l'énergie pour faire ce que je vais proposer ou ce qu'on va me proposer, dans quoi je vais pouvoir être créative ou créatif, et écouter son cœur, ça peut commencer aussi par des toutes petites choses. se relier au cœur, hein, ouais, c'est quelque chose qui est important. C'est arrêter d'être dans le faire, le mental, etc. Et être vraiment se relier au cœur. Et donc, voilà. Alors, merci pour Caroline. Elle nous dira si ça résonne chez elle. Et il y a Isabelle, oui, qui nous dit quelle différence, c'est une question vraiment intéressante, entre singularité et individualité. Après, on passera Je pense que la l'échange. singularité est la conséquence de l'individuation, hein, donc de Ouais. l'individualité. C'est la prise de conscience progressive de ce qui me spécifie par rapport à d'autres. Et dans mes spécificités, je vais peut-être pas être le seul à avoir ces spécificités-là. On peut se rencontrer autour de nos spécificités aussi, mais avec quelqu'un d'autre, on va peut-être avoir des points communs sur certaines spécificités et des différences sur d'autres spécificités. Donc je suis un individu qui me détache d'un groupe, d'une communauté, d'une culture, pour devenir de plus en plus moi-même dans ma subjectivité, et le résultat de ce processus, c'est l'émergence de ma singularité. Ce qui fait hem, que je suis différente ou différent, en partie, on n'est jamais complètement séparé des autres, mais qu'est-ce qui fait que je suis différente ou unique ou particulière? Voilà, peut-être que le mot qui est le plus proche de la singularité, ce sont mes particularités, ou qu'est-ce qui fait que je suis particulière ou particulier? C'est le fruit de mon individuation, du fait que je me distingue, c'est-à-dire que je ne reste pas fondu dans la masse, mais je vais émerger de cette masse pour m'individuer, pour devenir, de plus en plus, l'être que je suis. Merci Savayo. Et Caroline qui nous disait que ça résonnait beaucoup. Je vous propose qu'on continue dans le cheminement et puis on va reprendre les questions qui seront posées. On y répondra de toute façon. Aurélie, elle va les sélectionner. Alors, moi, une fois qu'on a posé effectivement ce que peut être cette notion de singularité, qu'est-ce qui fait que c'est aussi important, et notamment pour les gens qui sont là, d'aller oser sa singularité, et notamment dans une société qui finalement nous pousse beaucoup à la norme, même quand on est, je veux dire, on est d'accord l'un et l'autre, donc je peux y aller, mais sur la question du haut potentiel, sur la question de l'hypersensibilité et tout ça, qui ne sont que d'autres étiquettes. Et Serge Marquis l'avait brillamment développé dans une conférence autour de l'ego. Et donc, ce sont de nouvelles étiquettes qu'on colle sur des étiquettes. Et voilà, et donc ça n'a plus de sens, enfin, me semble-t-il. Donc, comment fait,
Pourquoi c'est si important finalement d'honorer ça, d'honorer sa singularité et d'oser aller la traverser et l'apprivoiser? C'est la question du temps, hein, dont vous nous parlez beaucoup depuis tout à l'heure, finalement, Savario. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que c'est important de l'honorer? Oui, voilà, je trouve que vos mots sont très justes, Isabelle. C'est fondamental d'honorer nos spécificités parce que nous ne sommes pas venus sur Terre pour ressembler aux autres et pour répéter ce qui s'est passé dans le passé. Même si les grandes figures du passé, grandes pour nous, hein, c'est pas forcément justement là aussi on peut être singulier dans nos choix, les modèles du passé pour nous, ce sont des moteurs, ce sont des incitations à avoir du courage, de l'audace même, pour être, nous-mêmes. Mais nous sommes venus honorer notre âme, honorer notre être, on le dit avec les mots qu'on veut, honorer notre singularité, pour créer du nouveau, être tout le temps dans ce mouvement de renouvellement qu'est la vie. La vie est tout le temps dans le renouvellement. Nous aussi, c'est comme ça que nous pouvons être épanouis et je sais Isabelle que vous préférez comme moi, l'épanouissement au bonheur, hein. C'est plus important d'être épanoui et le bonheur la joie, le bonheur, le plaisir en découleront. Mais cet épanouissement pour nous et nos proches, il ne peut venir que de cette audace, de ce courage de créer quelque chose de bon pour nous, nos proches et pourquoi pas, pour la planète et que c'est dans cet agissement, je vais dire agissement plutôt qu'action, dans ce dans cette traversée créative, dans cette œuvre. On peut faire œuvre sans écrire, sans peindre, on peut faire œuvre de sa vie. C'est dans cette traversée que finalement nous honorons notre vie, ce pourquoi nous sommes là. Hein, donc c'est oser sa singularité, c'est aussi honorer notre présence ici et sur Terre. Voilà, moi, je suis très, très touchée par ce que vous nous dites. Merci, Saverio. Il y a Denise qui nous dit qu'effectivement, ce que vous avez fait comme distinction entre singularité et individualité l'avait beaucoup touchée. Et puis, j'ai vu aussi que Isabelle, qui avait posé cette question, vous remerciez également. Euh, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui nous dit que l'école a tendance à éteindre dès le plus jeune âge l'expression naturelle de nos singularités et qu'il faudrait faire le chemin inverse pour s'y reconnecter. Vous en pensez quoi, ça, Alors oui, Saverio? merci, hein, parce que je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup souffert à l'école, jusqu'à la fin de mes études, hein, c'est-à-dire jusqu'à la fac, de la maternelle où je m'ennuyais vraiment terriblement, jusqu'à la fin de l'université, parce que tous les modèles normatifs, veulent nous faire entrer dans des moules, dans le rang, dans des cases et quand on a, une sensibilité créative, c'est très difficile de se on n'y arrive pas quoi. On fait comme on peut, pour avoir un diplôme, mais on n'y arrive pas et on n'est pas c'est vraiment pas le lieu où on peut être épanoui et là, j'ai ce matin, reçu un message d'une institutrice qui m'a mis en rogne. Justement, dans ce sens-là, j'ai animé dans un musée un atelier autour de l'art, autour de la peinture et de la sculpture, en disant que on peut librement entrer dans une œuvre, par exemple une peinture, sentir, comment on est dans cette œuvre et puis si on a besoin, on change quelque chose de l'œuvre et pour elle, c'était quelque chose de sacrilège d'oser toucher à une œuvre et qu'elle, elle apprend bien à ses élèves qu'on doit surtout pas imaginer quoi que ce soit de différent, l'œuvre c'est l'œuvre et cetera. Je me dis: «On est en 2023, elle est venue à une conférence et à un atelier sur ce thème-là, elle a rien compris». Après 1 heure de conférence, 1 heure et demie de conférence le matin et 2 heures et demie d'atelier l'après-midi, où tout le monde semblait avoir vraiment participé à cette liberté, cette créativité et chacun justement, chacune y allait de sa singularité. Elle qui est à l'éducation nationale, elle remet du plomb. Elle remet cette, fermeture où les élèves ne vont pas avoir le droit d'exprimer la moindre singularité, la moindre créativité. Ça me met vraiment en rogne et je trouve que c'est le système. Alors je sais qu'il existe des écoles alternatives, tant mieux. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour libérer la scolarité, oui. Et du coup, la singularité, hein. Et du Il y coup a, la ouais, singularité. hein, dans oser cette singularité, il y a quelque chose d'une autorisation à se donner par rapport à effectivement des cadres, enfin des systèmes hein, qui ont pour habitude d'être voilà, cadrés dans une certaine homéostasie, donc qui ne veulent pas bouger. Hein. Et donc j'ai envie de dire que oser sa singularité, ça demande du courage aussi quelque part. Hein. Ça demande de l'audace, vous l'avez dit tout à l'heure.
Mais il y a aussi la question du courage, en fait, d'aller traverser tout ça, hein. Oui, parce que forcément, nous allons nous confronter à des surprises, des étonnements au mieux et à des dénigrements, des moqueries ou des refus au pire, hein. C'est-à-dire que comme personne ne fait l'unanimité, plus je vais exprimer mes spécificités, plus je vais déranger. Alors parfois pour un temps bref, des personnes qui sont ajustables et souples et qui vont accueillir, mes spécificités et parfois sur des années, on voit bien que certaines personnes n'arrivent pas à accueillir nos particularités. Et ça demande vraiment du courage, de tenir bon, de persévérer, d'avoir foi en soi pour, pouvoir continuer, son chemin d'individuation et d'expression de sa singularité. Et pour rebondir avec des choses que je viens de voir dans les commentaires ou des commentaires que j'avais reçus, c'est aussi la question de finalement oser sa singularité. Il y a quelque chose autour de comment petit à petit je vais m'apprendre à m'affranchir des codes et du regard de l'autre et du jugement que j'imagine que l'autre porte sur moi. Enfin, il y a aussi quelque chose autour d'une forme de liberté à développer, non? Oui, tout à fait, ça c'est vraiment très important, c'est la liberté fondamentale avant toutes les autres, c'est la liberté de pouvoir penser par soi-même à partir de ses ressentis et pas justement d'idéologies qui nous viennent de l'extérieur. Penser par soi-même à partir de ses ressentis, de ses expériences, même si je suis le seul à penser ainsi, c'est ma pensée puisqu'elle naît de mon expérience sensible, elle naît de l'être que je suis et de la vie que je mène et elle a autant de valeur que n'importe quelle autre pensée, quoi qu'en disent les autres et je ne dis pas que c'est facile, mais c'est important là encore de tenir bon sur ce que je pense et oui voilà et de le soutenir. Ouais, je me disais aussi que dans la période que l'on vit, enfin, en préparant l'entretien, il y a le mot pionnier qui est arrivé. Tout à l'heure, vous avez parlé d'explorateur. Ben, je me disais finalement, être au clair avec finalement, je suis un peu pionnier dans le fait d'oser ma singularité. Alors, c'est pas simple, je suis un peu seule, voilà. Mais après, je peux, et on va rentrer dans le comment parce qu'il y a des personnes qui posent pas mal de questions sur ce sujet. Et après, du coup, si je me crée aussi un écosystème, des rencontres, qui sont elles aussi dans ce processus-là, alors je vais me sentir un peu moins seule et je vais peut-être être un peu plus confortée. Je vais trouver des autorisations là où ailleurs j'ai trouvé du rejet, quoi. Je pense que, je sais pas ce que vous pensez de ça, mais Oui. ça Oui, vérifie. c'est très important de tricoter un Ouais. maillage relationnel. Plus on avance dans la vie, plus on a besoin de se tricoter un maillage relationnel avec des personnes qui sont en phase avec ce processus, avec cette traversée de singularité ou de singularisation et qui acceptent justement nos spécificités parce qu'elles sont, elles-mêmes dans ce même cheminement, cette même ouverture, cette même créativité et ce tissage, ce maillage de relationnel, humain est fondamental justement pour être des pionniers. On n'est jamais un pionnier tout seul ou alors on peut pas l'être très longtemps. On a besoin d'être des pionnières et des pionniers. Ça vraiment je vous engage et merci Isabelle de permettre ce type de rencontre. Je nous engage à rester dans cette, fédération, dans ces liens créatifs, ces liens humains où nous pouvons être singulières et singuliers, oser ces singularités de chacune et chacun, tout en nous confortant, réconfortant, soutenant et stimulant aussi ensemble. Tout en veillant, parce que moi c'est tout en veillant à ne pas créer d'autres formes d'exclusion. En fait, il y a quelque chose, il y a savant dosage donc à rester dans l'ouverture, en fait, pour moi qui paraît importante. Là où parfois il y a des tentations effectivement de se retrouver dans un espèce d'entre-soi. Et je me dis, voilà, il y a une espèce d'ouverture. Là encore, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'ouverture du cœur qui permet en fait effectivement de ne pas tomber dans ce piège de l'entre-soi. Enfin, qu'en pensez-vous, Saverio, de Ah bah oui, tout à cette fait, question-là? parce que, il y a pas plus, stéréotypé que les atypiques, hein. Il y a pas plus, mmh, mmh,
Enfin, il y a pas plus intelligence, bornée que des gens qui se disent, haut potentiel intellectuel. Il y a pas plus insensibles que des hypersensibles. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il y a que l'étiquette qui compte ou la revendication de l'étiquette, bah, c'est tellement schématique et réducteur qu'il y a plus ni sensibilité, ni intelligence, ni, atypicité, ni originalité. Donc effectivement, soyons ouvertes et ouverts à toutes les spécificités, les particularités, les singularités dans ce mouvement du cœur qui est le seul qui compte dans cette humanité profonde qui est notre, oui, notre trame commune, notre lieu de rencontre entre toutes et tous. Merci Valérie, vous me touchez tellement. Alors, il y a des gens qui ont posé des questions autour de l'entreprise, donc on va l'aborder, le cas de l'entreprise, donc on va le passer après, mais il y a aussi des personnes qui nous posent la question, ça nous permet d'aller un peu plus loin. Et du coup, concrètement, comment on fait, Saverio? Comment vous faites? Comment vous faites avec vos patients? Comment vous faites pour poser, oser sa singularité Alors, concrètement? oui, concrètement, alors déjà dans mon travail, et après ça fera écho pour chacune et chacun dans vos métiers, mais dans mon travail, je suis dans un long processus, donc ça fait 30 ans que je reçois des patients et des patientes de tous les âges, de la naissance à la mort à peu près, hein. Je suis dans un long processus de dépouillement, enfin dépouillement dans un sens simple et favorable, c'est-à-dire d'enlever tout le superflu. Donc je me suis formé comme tout le monde, beaucoup formé, avec parfois des formations continues et cetera. Mais je me rends compte que ma singularité, elle vient du fait de faire confiance à mes intuitions, là dans l'instant, avec cette personne-là, et de ne pas chercher à suivre les préceptes de celles et ceux qui m'ont formé ou des auteurs, autrices que j'ai pu lire, même si tous ces gens-là étaient passionnants et que ça m'a beaucoup apporté. Dans la rencontre, chaque rencontre est unique. Peut-être que le point de départ le plus concret, c'est ça. Chaque rencontre est unique. Donc non seulement parce que l'autre en face de moi est unique, mais aussi la même personne, même si c'est une personne très connue comme un enfant, un parent ou un conjoint, à chaque fois, chaque rencontre est unique. Donc, qu'est-ce que je laisse émerger de cette rencontre unique? Et pour ça, j'ai besoin de m'ouvrir à l'intuition, à la sensibilité, à l'inouï. Et c'est dans cette ouverture, pour ma part, que je crée quelque chose d'ajusté à la situation et que va se manifester d'une façon ou d'une autre ma singularité ou la singularité de la relation d'ailleurs. Parce que nous sommes des êtres de relation, donc peut-être que nos singularités, elles sont surtout des singularités relationnelles de ce qui se passe là, par exemple, entre nous aujourd'hui. Donc là, c'est intéressant. Donc, ce que j'entends, c'est que vous introduisez quelque chose dont on n'avait pas encore parlé, c'est la question de l'intuition, se relier à l'intuition, à ses perceptions, à ses sensations, et être capable d'y faire vraiment confiance comme des guides, et du coup de s'affranchir aussi des modèles ou des lectures, des formations, enfin des choses qui vous ont certes formé, à partir duquel vous êtes parti, et vous autorisez aussi à vous en libérer pour créer votre propre chemin et votre propre singularité. C'est ça que vous nous dites, en fait, Tout à fait, Valérie? exactement. Euh, je vous propose qu'on regarde les questions autour de ça. Donc, il y a peut-être la question de Laurent. Ah oui, non, alors peut-être parce que Laurent, il nous parle de quelqu'un d'autre. Alors, c'est toujours gênant de parler de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui n'est pas là, Laurent. Si vous voulez bien, je trouve que parlez-nous de vous Oui. et voilà, ça sera plus juste pour cette personne. Euh, euh, alors, il y a Sophie qui nous dit, voilà, est-ce que ça s'affiche? Voilà. J'ai Sophie qui nous dit, j'ai toujours eu l'impression d'être en avance sur mon temps. J'ai toujours innové, mais être dans le vrai quelques années plus tard me désole. Ah, Rien, oui. bah Sophie, je suis comme vous. Et je pense que Isabelle et beaucoup d'autres, nous sommes comme vous. C'est très important d'être enfin moi je trouve ça formidable en tout cas, d'être en avance sur son temps et c'est très heureux je trouve. Mais ça veut pas dire que ce soit facile, mais c'est source de beaucoup de joie et peut-être que de le reconnaître comme une force que vous avez, hein, cette force visionnaire, hem, ça va vous conforter dans le fait que
Eh bien oui, comme vous êtes visionnaire et pionnière, vous êtes en avance sur votre temps et vous êtes un peu désolée, comme beaucoup d'entre nous, de constater quelques années après qu'on reprend vos idées ou des idées similaires en faisant croire que ouah, ça y est, c'est top, c'est nouveau, alors que pas du tout. Je crois que c'est le destin, c'est la destinée des personnes pionnières, c'est que voilà, nous sommes vraiment très en avance, mais très peu de personnes le voient et en sont témoins. Peu importe, continuons à être les locomotives et à créer le monde de demain en avance sur les autres, parce que c'est grâce aux pionnières et aux pionniers de tout temps hein, que le monde a pu évoluer. Euh, alors, il y avait comment trouver sa classe dans une équipe, mais je propose qu'on la voit tout à l'heure au moment où on va parler de l'entreprise. Je vois autre chose sur comment écouter son intuition. Comment vous faites pour écouter votre intuition? Ça va comme vous l'avez Ben, exprimé Isabelle, tout à vous y l'heure. avez répondu. Ah, Donc je vais essayer de répéter vos mots, puis de préciser un tout petit peu. Vous y avez répondu tout simplement en disant que l'écoute de l'intuition, elle passe par l'écoute de nos sensations et de nos perceptions. Et là, je voudrais qu'on enlève un a priori américain, là c'est vraiment les Américains qui ont cet a priori-là, dans leur définition du mot perception, où ils sont déjà dans l'interprétation du réel. Là, on va en rester simplement aux sensations et aux perceptions, c'est-à-dire qu'est-ce que je perçois de la réalité, comment je le perçois, comment ça résonne en moi. Et c'est cette gymnastique-là qui fait, je dis gymnastique parce que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de théâtre, je voulais même devenir comédien, mais j'ai pas pu, pour toutes sortes de raisons. Mais en fait, le théâtre, c'est une gymnastique parce qu'on se met dans la peau d'une autre personne, dans d'autres situations, avec d'autres mots, et on doit l'incarner, donc l'enrichir de nos sensations et de nos perceptions, à la fois de nous-mêmes en train de jouer le personnage, mais aussi de ce personnage, son histoire, etc. Et cette gymnastique, on peut vraiment la développer, c'est-à-dire être très à l'écoute tout le temps de ce qui se passe dans le corps, à tous les moments, nos sensations, le froid, le chaud, la tension, la détente, ce qui se serre, ce qui s'ouvre au contraire, ce qui fourmille, ce qui vibre, etc. Et que c'est dans ces sensations fines que notre intuition va venir nous informer, ou alors, de façon plus à ce moment-là, on va dire, comment je pourrais dire un mot juste? De façon plus extrasensorielle, par des visions. On a un flash, dans l'intuition, c'est la première information qui est la bonne, parce que tout de suite, notre mental va construire quelque chose à partir de l'information. C'est donc la toute première chose, sensation ou vision, qui est à écouter. c'est intéressant hein, parce que c'est vrai que dans les personnes qu'on peut recevoir, tu vois, il y a une connexion qui est presque naturelle au mental hein, et donc revenir au corps et aux sensations, c'est déjà une exploration de territoires inconnus Mmh. pour se relier à sa singularité. Hein. C'est pas un chemin facile souvent, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Alors, ce que je voulais, c'est peut-être ce qui m'avait aussi frappé dans le livre hein, que vous avez écrit, Oser votre singularité. Il y avait la question de s'autoriser à lâcher des comportements, à lâcher voilà, des croyances. Et je me dis, bah, tiens, c'est le bon moment peut-être pour toujours dans cette réflexion autour de comment on y va concrètement dans notre singularité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement de ce à quoi on doit dire non ou de ces comportements qui nous empêchent, de ces croyances qui nous empêchent d'être vraiment singuliers et d'être reliés à elles? Il y a beaucoup, beaucoup de comportements et de croyances qui nous empêchent d'être nous-mêmes et je vais prendre une des croyances qui est aussi très relayée actuellement, qui est la croyance dans la sécurité. En fait, la sécurité est un leurre. Nous ne vivons pas, je ne sais pas si l'humanité a déjà vécu, dans un environnement de sécurité. Ce n'est pas possible. Tout est insécure à des degrés divers parce que tout est incertain, surtout dans les périodes de crise d'ailleurs, et tout est fluctuant, tout est impermanent. Donc rechercher la sécurité, finalement, c'est se tromper. Qu'est-ce qu'on va chercher plutôt à la place de la sécurité? C'est suffisamment de fiabilité. Suffisamment de fiabilité dans ma relation avec tel collègue, avec tel proche, c'est-à-dire être sûr heu, le plus souvent possible que quand elle ou il me dit quelque chose, il ou elle va tenir parole. Quand il ou elle me dit quelque chose, c'est sincère. Et pareil pour moi, je vais essayer au maximum d'être quelqu'un de fiable, de parler sincèrement, authentiquement, et quand je me fais une promesse, de tenir ma promesse. C'est cette fiabilité dans la relation qui est le substrat
de notre épanouissement à tous les niveaux, personnel, professionnel, social, etc., et qui nous permet de bien vivre et qui nous permet d'être dans une bonne détente et dans une bonne ouverture. Donc cherchons plutôt la fiabilité et comment augmenter cette fiabilité autant de notre côté que dans nos demandes aux autres, en leur disant là j'ai besoin que tu sois fiable pour moi, Mmh. Mmh. parle-moi sincèrement, franchement, honnêtement, on le dit comme on veut et surtout si tu t'engages à quelque chose, tiens tes engagements. C'est ça dont nous avons besoin, la fiabilité, parce que sinon nous sommes dans une idéologie de la sécurité où nous cherchons quelque chose de fantasmatique qui n'existera jamais et finalement, comme c'est inaccessible, on est toujours en échec par rapport à la sécurité et ça nous met finalement dans une forme de désastre, même si c'est un petit désastre, hein, mais je n'y arrive pas, ou j'augmente encore plus mon contrôle, ma surveillance, ma maîtrise de la situation, ce qui ne m'aide pas du tout à me libérer. C'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que quand je vois par exemple des personnes que j'accompagne dans des périodes de, non pas de transition professionnelle, mais dans une interrogation sur un changement professionnel, c'est toujours le besoin de sécurité qui vient et donc et qui les inhibe complètement, qui les immobilise parce qu'effectivement c'est un leurre, c'est impossible à garantir. Et parfois même juste le processus de coaching, mais j'imagine qu'en thérapie c'est pareil. Voilà, je sais pour l'avoir vécu, c'est pareil, mais cet inconfort, ce truc où on ne sait pas forcément où on va aller, ou ben non, je n'ai pas de méthode, c'est un processus dans lequel on rentre et c'est OK avec ça. Et parfois, je sais que je perds des clients pour ça, mais c'est pas grave, où effectivement, ils veulent une méthode pour avoir de la sécurité parce qu'ils veulent pas faire confiance au processus, effectivement, d'exploration. Oui, oui, Isabelle, exactement, vous avez 1000 fois raison de le souligner. C'est pareil en thérapie, en coaching, et nous perdons toutes et tous des clients qui demandent des méthodes sûres, efficaces à 100%, et où il y aurait finalement aucun inconfort. C'est important que nous acceptions ces moments d'insécurité comme au contraire des moments où nous allons pouvoir déployer nos ressources les plus profondes. Et concernant la sécurité financière, oublions ça aussi. Soyons prêts à échouer, ou même, on va même pas dire échouer, soyons prêts à perdre de l'argent. Quand on perd de l'argent, on peut en gagner. Quand on sait que bon, bah, si ça marche pas, je me débrouillerai. Et je peux pas dire que dans 2 ans, je sais comment je vais faire pour me débrouiller. Je sais même pas comment je vais faire pour me débrouiller dans 2 mois. Mais lâchons la volonté de sécurité financière. C'est au jour le jour, petit à petit, qu'en saisissant des opportunités, en faisant preuve de créativité, nous sommes capables de gagner de l'argent, suffisamment d'argent pour pouvoir vivre et au bout d'un moment même bien vivre. Et c'est cette dynamique-là, et c'est encore une traversée, c'est encore un apprivoisement qui fait que nous pouvons vraiment exprimer notre singularité. Et puis, c'est pour répondre à il y a quelqu'un qui dit, c'est pas simple quand on a des personnes à charge, effectivement, mais c'est la question aussi de la fiabilité que j'ai, de la fiabilité à mon engagement, à la confiance que je peux me faire pour pouvoir effectivement gagner ma vie ou trouver des solutions, qui va faire Oui, qu'effectivement, il y a mais peut-être d'autres pistes qui vont se créer, non? oui, c'est pas simple quand on a les personnes à charge. Moi, j'étais papa seul avec 2 enfants, et 2 adolescents, Oui, avec des moments où on n'avait pas grand-chose à manger et d'autres moments où on avait plus à manger, où on pouvait même aller au restaurant ou partir en vacances. Ça eh dépendait oui, des années, ça dépendait des eh oui. moments. Mais c'est aussi une stimulation de se dire: «Je c'est important que mes enfants aient un toit sur la tête et qu'ils puissent manger et se vêtir». Et on trouve des solutions, même dans les pires situations, on trouve des solutions parce que si on se dit: «Ah tiens, j'ai des personnes à charge, alors je ne peux pas prendre de risques», c'est finalement, heu, la vie est toujours à la hauteur de l'audace que l'on Ouais. ose. C'est-à-dire, à partir du moment où on se lance dans quelque chose, on y met l'énergie nécessaire et je ne suis pas quelqu'un qui a une grande santé, je suis pas quelqu'un qui a énormément d'énergie, donc c'est même pas ça. Ne Et j'avais pas de soutien financier de la part de ma famille ou qui que ce soit. Mmh, Donc mmh. je veux dire, on peut vraiment s'en sortir à partir du moment où on est dans ce processus et où on fait confiance au processus. Et justement là, c'est peut-être important d'enlever les objectifs, mais d'écouter ses intuitions et la foi qu'on a au fond du cœur en se disant: «Je vais y arriver, quoi qu'il se passe, je vais y arriver, on va s'en sortir». C'est très juste, très, très juste ce que vous dites. J'ai traversé le même type de situation que vous, oui, avec 2 enfants à charge et voilà et on l'a traversé et mes enfants savent aussi bien aller, camper et manger, un sandwich que d'aller dans un hôtel et c'est super, c'est aussi une ouverture. Enfin, je veux dire, c'est on est sortis de enfin, bref.
Saverio, je vois le temps qui passe. Je vous propose qu'on parte aussi sur la question du champ professionnel parce qu'il y a plein de questions sur ce sujet. Et donc, du coup, en fait, finalement, comment on peut la faire vivre, notre singularité au travail, dans ces structures qui sont un peu codées, codifiées, normalisées, enfin, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme piste de réflexion par rapport à ça? Le Et après, on premier prendra les repère, questions. c'est que dans une entreprise, dans une organisation, dans une administration, nous ne sommes pas les seuls à aspirer à cette singularité, à l'expression de cette singularité. C'est-à-dire que si j'ose de temps en temps en réunion, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de parler, dans ma façon de présenter, mes projets, si j'ose ou dans la façon de meubler, de décorer mon bureau et cetera, dans tout ce que je fais, si j'ose ma singularité par petites touches, il ne s'agit pas d'y aller au bulldozer, ça ne marchera pas. Mais si j'ose ma singularité par petites touches, ça va réveiller le désir de singularité, d'expression de la singularité chez d'autres collègues, à quel que soit le niveau de la hiérarchie. Et généralement, c'est apprécié. C'est pas forcément apprécié de façon ouverte face aux autres, mais c'est quelqu'un qui va nous parler, on sort du restaurant, on est allé manger avec des collègues, et puis elle nous prend à part et nous dit telle chose en disant ah oui, j'apprécie beaucoup ta façon de, comme tu présentes les choses, etc. Et ça les encourage. Et là aussi, dans l'entreprise, on peut créer un plus petit maillage relationnel avec quelques collègues qui sont en affinité avec ce goût qu'on a pour exprimer notre singularité. Et parfois, ça suffit pour vivre des années heureuses dans une entreprise ou dans une administration. Si ça ne suffit pas, on va proposer tiens, j'ai l'idée de faire un séminaire sur tel thème qui me tient à cœur et j'aimerais qu'on l'organise. Alors, on prépare tout un dossier hein, avec le thème du séminaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire et dire, ben, plutôt que de faire les traditionnels team building ou je ne sais trop quoi, le truc à la mode actuellement, voilà ce que j'aimerais qu'on essaye. Un atelier sur les émotions, un autre atelier sur la libre parole, une boîte à idées de telle façon, etc. Et et généralement, ça marche parce que même si on nous refuse 5 fois, 10 fois ce projet et qu'on reste suffisamment longtemps dans cette entreprise, un jour, ça va être repris. Comme disait tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, concernant le fait d'être des pionniers et des pionnières. Ne vous attendez pas à ce que vos propositions soient acceptées tout de suite, mais tenez bon à la fois dans l'expression par petites touches de votre singularité et par la proposition de projet dans tous les domaines, en interne, en externe, dans votre façon de travailler, dans vos équipes, etc. Et un jour, ces projets-là sont acceptés. Même si c'est la moitié du projet, c'est gagné. J'aime beaucoup ce que vous dites et c'est vrai que j'observe souvent, il y a la question du rapport au temps où il peut y avoir une forme d'impatience à être reconnu, voilà. Et c'est ça qui vient souvent me piéger en fait parce que du coup, ça sort comme un bulldozer, comme vous l'avez très bien dit. Et puis en fait, moi je me souviens à 30 ans, je connaissais un monsieur qui me disait toujours le temps est mon allié. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible, j'ai tellement de choses à faire, faut que ça aille vite. Et aujourd'hui, je comprends enfin ce que ça veut dire. Et le temps est un allié, effectivement, et de se dire, bon, c'est OK. Aujourd'hui, j'ai que cette petite touche-là qui a été prise, mais ça a été entendu. Et je peux faire confiance au processus pour que demain, après-demain, dans une temporalité que je ne connais pas encore, il y aura quelque chose qui va pouvoir se faire. J'aime beaucoup ce que vous nous dites, Saverio. Il y a quelqu'un qui nous disait, euh, quel type de management avec des singuliers vous auriez quelque chose à proposer là-dessus sur finalement comment on gère ces personnes singulières? Alors, j'ai eu la chance, avant d'être psychanalyste, parce que la formation pour devenir psychanalyste est très longue, j'ai eu la chance pendant que je me formais de... Donc moi, j'ai une formation de management, de management des organisations à la base, et je me suis formé à la psychanalyse en plus. Et donc j'ai été directeur marketing et communication d'une filiale d'un grand groupe anglo-saxon, américain, nord-américain, au moment du boom de l'informatique, l'arrivée d'Internet, etc. Donc une entreprise qui marchait fort à cause de ce grand boom. Et un an après, je suis devenu directeur général de cette filiale parce que le directeur général et le directeur commercial avaient fait une malversation et que, bah, comme j'étais le troisième dans l'entreprise, bah, c'est moi qui suis devenu directeur général. J'étais tout jeune et j'étais déjà en psychanalyse depuis longtemps, etc. Et je me suis dit comment je vais faire pour
me débrouiller avec une équipe à gérer, tout en restant moi-même, parce que j'avais pas du tout envie de jouer le rôle d'un autre. Et finalement, ce que j'ai dit à tout le monde, c'est: «Il n'y a pas d'horaire. Vous venez», c'était la fin des années milieu des années 90 ou début des années 90, bon, peu importe, les années 90. «Il n'y a pas d'horaire. Vous venez quand vous voulez. Ce que je veux, c'est qu'à la fin de la semaine, tout le travail soit fait». Hem, donc les gens, garçons, enfin, il y avait des jeunes aussi, garçons, filles, hommes, femmes. Les gens venaient, travailler quand ils avaient envie de travailler, parfois le week-end, parfois rester tard ou arriver tôt. Et on faisait de la gestion par projet, c'est-à-dire que je faisais un point avec eux sur, l'avancée de leur projet, et nous avons eu internationalement la meilleure rentabilité, la meilleure performance de toutes les filiales. Donc c'est pas pour mettre en valeur une façon de faire plutôt qu'une autre, mais c'est-à-dire que j'ai fait, là encore, en fonction de mon intuition et de mes ressentis, en respectant qui j'avais envie d'être comme manager, en respectant les personnes avec qui je travaillais, en leur faisant complètement confiance. Ça aurait pu capoter, ça aurait pu pas du tout marcher, mais on s'attachait à faire en sorte que nous soyons ensemble efficaces, avec tout le monde aider tout le monde. C'est-à-dire, quand on avait besoin d'une ressource chez l'un, on allait la chercher, mais rien d'imposé formellement de l'extérieur. Et ça a très bien marché. Donc voilà un exemple. Et je pense que chacune et chacun de vous, vous avez votre propre créativité, vos propres désirs. Ouais. Revenir à la créativité, hein, c'est vraiment ce que vous aussi vous en message sous-jacent, pardon. Effectivement, moi j'observe souvent avec mes clients sortir du ou l'un ou l'autre, mais faire et l'un et l'autre, et du coup on trouve d'autres pistes là où la binarité nous enferme. Hein, donc c'est vraiment intéressant aussi de remettre la part de créativité de chacun en fait. Merci Saverio pour ça. Alors on avait quelqu'un qui nous disait comment trouver sa place dans une équipe quand on est singulier. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous pourriez rajouter? Alors, ce que je dirais, c'est surtout ne pas trouver de place. Surtout pas chercher de place. En fait, ça aussi, c'est un schmilblick on nous a bourré le crâne avec trouver sa place ces dernières années. C'est pas quelque chose qui existait avant. Il y a comme ça des mots d'ordre qui arrivent, qui vont durer 2-3 ans, puis qui s'en vont, et on nous dit: «Trouve ta place, fais ta place», et cetera. Bon, moi, je pense pas qu'on ait besoin ni de trouver ni de faire sa place. Je pense que les choses, elles se font beaucoup plus naturellement. On a C'est beaucoup plus important de s'écouter, d'être soi. Au début, on a dit qu'il valait mieux être singulier que de chercher à être soi, mais disons d'être en accord avec soi-même, d'être, oui, c'est ça, d'être en accord avec soi-même, d'être congruent, de faire les choses parce qu'elles me tiennent à cœur, parce qu'elles me parlent, parce qu'elles sont justes pour moi. Je les fais et on verra bien. Et ça produit beaucoup. Ça produit beaucoup parce que je suis dans mon entièreté, dans mon intégrité, je suis dans le mouvement du vivant en moi, et ça va faire que j'aurai ma place, si on veut employer ce Claire. mot-là. J'en trouve pas d'autre pour l'instant, mais je serai un des rouages de l'équipe. Enfin, je me sentirai bien dans l'équipe et j'y participerai. Une autorisation à se donner. Et c'est vrai, il y a quelqu'un je vais afficher son témoignage, et c'est tellement juste. À partir du moment où j'ose être moi-même, alors je libère aussi quelque chose dans l'environnement dans lequel je suis, en fait. Je sais que moi, dans des groupes de supervision, j'ai osé dire des choses qui étaient absolument pas dans les clous de grandes sociétés, de grands syndicats professionnels de coach. Mais en fait, ça a libéré la parole d'autres. Tout à Et du fait. coup, voilà. Et ça, c'est vraiment important, en plus de ce statut de pionnier, de se dire comment, en fait, quelque part, en osant être singulier, ben, je répare aussi, enfin, en tout cas, j'aide à ce que d'autres le soient. Et donc, du coup, ça contribue à réparer aussi un système qui dysfonctionne par rapport à ce sujet-là. Enfin, je trouve que ça peut être intéressant de voir on peut contribuer à sa façon ainsi. Oui, c'est ça, c'est exactement de l'ordre de la contribution plutôt que de l'ordre de la place. Comment je Oui. contribue à l'équipe? Et je contribue à l'équipe en osant, et comme le dit ce commentaire, très justement, plus j'ose, plus les autres vont oser. Et notamment dans nos métiers, Isabelle, effectivement, quand on ose dire qu'on fait différemment de la norme, officiellement, établie, finalement, ça libère beaucoup de créativité, et quand on ose sa vulnérabilité aussi, on se rend compte que tout le monde a des vulnérabilités et que finalement on est beaucoup plus libre, on se sent beaucoup plus à l'aise quand on est avec nos fragilités. Ouais, tout à fait. Ouais. Et vraiment, je vous invite à, à, à expérimenter ce côté libérateur pour le groupe, même pour vos enfants. Enfin voilà, il y a quelque chose qui du coup peut prendre, pour le coup, peut prendre sa place, cette fameuse singularité.
Alors, j'ai une autre question sur. Alors, s'il y en a qui sont vous, je vous demanderai peut-être de mettre en commentaire avec quoi vous repartez par rapport à ce live. Voilà, ce qui vous a plu. Voilà, ça nous permettra, Saverio et moi, ben, voilà, d'avoir un petit feedback et de nourrir aussi nos singularités. Nous. Merci à tous. Alors, on avait voilà. Est-ce une obligation finalement de travailler seul pour s'épanouir et ne pas froisser les autres? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi tout un discours ambiant, qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'entrepreneuriat pour les singuliers ou les atypiques. Enfin voilà, c'est un truc. Et comme Alors, si faire exploser les repères, ça aidait. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. je vais avoir une réponse mitigée, c'est-à-dire que dans certaines situations, quand on a beaucoup, baroudé en entreprise, dans des grandes entreprises ou des grands services et cetera, ou même des petites entreprises, il arrive un moment où on peut avoir envie de se mettre à son compte et d'être son propre maître à bord et c'est très bon, c'est très in ça on apprend beaucoup aussi en étant à son compte, en faisant des choses par et pour soi-même et puis va venir aussi un autre temps où on aura de nouveau envie de faire des choses avec d'autres, donc créer des associations d'entrepreneurs ou avoir des liens plus serrés avec certains clients, certains fournisseurs peu importe, ou retourner dans d'autres types d'entreprises que ceux dans lesquels on a été avant. Je pense qu'on apprend de toute situation relationnelle, notamment dans le monde du travail, mais dans toutes les dimensions de sa vie et que c'est pas parce que je choisis d'être à mon compte que je m'isole. C'est un choix, une façon de travailler, mais je vais de toute façon rester en relation avec, d'autres personnes et c'est important, voilà, d'être dans cet, apprentissage en commun. J'apprends des autres, les autres apprennent de moi. Oui, puis je rappellerai que quand on travaille seul, on a des clients, on a des partenaires, on est dans des écosystèmes. Et donc, ces difficultés qu'on peut avoir à oser sa singularité en entreprise, on peut aussi s'y retrouver confronté avec d'autres environnements qui nous sont externes. Donc, Oui. voilà. Et puis il y a ce verbe froisser sur lequel je vais rebondir, Oui. c'est que moi aussi pendant longtemps, je crois que j'ai été trop avenant. D'ailleurs en supervision, on me l'avait dit, que j'étais trop avenant et donc je voulais pas froisser les gens et je me suis rendu compte que c'était une précaution superflu, c'est de trop. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est authentique, à partir du moment où on a le cœur ouvert autant qu'on peut et qu'on essaye de bien faire, ben, si on froisse quelqu'un à un moment ou à un autre, on n'a pas fait exprès. On n'est pas non plus responsable de la susceptibilité ou de l'histoire ou de la fragilité de l'autre. On va pas faire exprès de blesser quelqu'un, mais froisser les autres, ça nous arrivera souvent et on ne peut pas l'éviter. Ouais, tout à fait. On va prendre une des dernières questions pour te dire l'horaire. Il y avait quelque chose autour de comment se détacher du regard jugeant qu'on a intégré et qu'on pose sur soi avant de s'exprimer ou d'agir. Donc, tout à l'heure, on a parlé du regard de l'autre. C'est vrai que donc, le nom de la personne ne s'affiche pas, mais c'est intéressant de souligner aussi que souvent, c'est d'abord le regard que l'on porte sur soi et qui nous freine lui aussi. Hein, c'est pas forcément les autres. Du coup, comment en fait s'affranchir de ça et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, nous sommes enfants, nous sommes très marqués, profondément marqués par le regard et les mots, le regard qu'on porte sur nous et les mots qu'on nous adresse, nous concernant, sur nous. Et ça, dans les thérapies et les coachings, ça prend du temps pour pouvoir changer ce regard et changer ces mots qui ont été utilisés pour nous décrire, nous définir. Donc là, comme ça, j'ai pas d'idée comment changer de regard. Enfin, on peut retrouver le regard aimant, bienveillant, encourageant d'une grand-mère, d'un grand-père ou d'un professeur ou de quelqu'un qui a vraiment eu cette douceur, cette indulgence, cette compassion, ce soutien pour nous et essayer de nous regarder le plus souvent possible à travers ce regard-là pour l'intégrer et en faire le nôtre. Après, il y a des personnes qui sont croyantes et qui sont dans des religions où Dieu est amour, peu importe la religion. On peut aussi, si on a cette, ressource-là, s'imaginer, se regarder à travers ce regard-là. Et puis, de toute façon, dans la vie, on a besoin, quelles que soient les ressources qu'on a, de développer de plus en plus cette, compassion pour soi-même, cet accueil de soi-même, où on a l'amour de soi, même dans les moments difficiles, dans les moments de fragilité, surtout d'ailleurs dans les moments difficiles, dans les moments de fragilité et que c'est ça qui va changer progressivement notre regard sur nous-mêmes et faire en sorte de se centrer sur ce regard aimant. Ça ne veut pas dire que les regards jugeants ou les regards moqueurs ou les regards, je ne sais, dénigrants ne vont pas exister. Ils sont dans le champ. Mais si je me centre sur ce regard aimant, quelle que soit la source de ce regard aimant, elle peut être d'ailleurs en moi, eh bien ça va beaucoup mieux.
Ça relativise, ça éloigne le reste des regards. Ça leur donne moins d'importance. Voilà, qu'est-ce que aussi je m'autorise à donner comme poids à des choses qui sont plutôt bienveillantes, là où en fait j'ai appris à focuser sur ce qui n'allait pas, en fait, ou ce qui était négatif. Ok, merci beaucoup, Saverio. On arrive à la fin de cet entretien. Je pourrais continuer toute l'après-midi, ce serait génial, mais voilà. Avec quoi vous auriez envie de conclure, Saverio? Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire pour nous quitter? Euh, Peut-être ce avec quoi on a commencé, c'est-à-dire l'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'au-delà de vos compétences, alors je parle à chacune et chacun de vous, au-delà de vos compétences, au-delà de vos diplômes, au-delà de votre intelligence, de votre sensibilité, de votre expérience professionnelle et de votre expérience humaine, vous êtes une femme de cœur, un homme de cœur, vous êtes un être humain de cœur, et c'est vraiment ça la boussole. C'est vraiment ça qui va nous aider dans toutes les situations, les plus heureuses comme les plus éprouvantes, celles qui nous mettent le plus au défi, celles qui sont les plus dans les habitudes ou le confort. Dans toutes les situations, si j'écoute mon cœur, si je suis dans le plus profond de moi, dans le respect de l'être humain que je suis, c'est ma boussole et ça va vraiment profondément m'aider à m'en sortir dans cette situation, à trouver la créativité nécessaire. Voilà. Se relier à son cœur. Merci beaucoup, Saverio. Merci vraiment du fond du Merci. cœur Avec joie. pour ce très beau moment. Je suis Merci. très touchée. Merci Moi beaucoup. aussi. Merci. Ouais, merci à vous tous. Voilà, je le dis avec beaucoup d'émotion. Voilà, donc sachez que vous allez recevoir le replay, hein. Vous aurez aussi le contact de Saverio, donc vous pourrez rentrer en contact avec lui via LinkedIn. Et puis, ben, je vous remercie de nous dire aussi avec quoi vous partez. Et puis on se retrouvera, à mon avis, pour un autre live très bientôt. Merci à vous tous. Merci pour votre présence, la qualité de vos commentaires. Merci encore, Saverio. Et Merci. je vous dis à bientôt. À bientôt.